Marche du 13 mai. Arrivée à Kinshasa de Moïse Katumbi. Son offre politique et ses alliances dans l'opposition. Face à face spécial. Je reçois ce lundi 8 mai, après le journal de 19h, Olivier Kamitatou Etsou, porte-parole de Moïse Katumbi. Rediffusion lundi 8 mai, minuit, mardi 9 mai, après le journal de 7h. Moïse Katumbi en campagne à Kinshasa ou de passage dans la capitale? Pour en parler, nous sommes avec vous, monsieur Olivier Kamitatou, bonjour. Bonjour. Vous êtes son porte-parole. Le décor est planté. Que faites-vous à Kinshasa? Eh bien, à Kinshasa, nous implantons Ensemble pour la République, qui est le parti de Moïse Katumbi, et il se fait que précisément, comme vous venez de le dire, Moïse Katumbi est à Kinshasa, il est dans l'ouest du pays, en campagne, non pas campagne électorale, il est en campagne, mais tout le monde est en campagne permanente quand on fait de la politique, ça veut dire qu'il implante son parti, les structures de son parti, des organes spécialisés, et donc il va sillonner tout l'ouest du Congo, et nous souhaiterions même qu'il s'installe à Kinshasa, parce que finalement c'est la capitale, c'est le lieu où se déroule l'action politique par rapport aux institutions, mais jusqu'à présent c'est effectivement à Lubumbashi qu'il est resté. Il a sillonné, pour remercier les populations de l'est du pays, il a sillonné le Grand Katanga, le Grand Kivu, la Grande Orientale. Maintenant il va sillonner le Grand Ouest, l'Équateur, le Grand Bandundu et le Congo central. Un peu tard, à 6 mois, 7 mois, 8 mois de l'élection, pour arriver dans la capitale? Non, ce n'est pas tard. Bon, c'est pas la première fois qu'il vient dans la capitale. Il y est venu pour la messe papale, il y est venu récemment. Passage, en transit. De passage, mais non, ce n'est absolument pas tard. Moïse Katumbi appartient à tous les Congolais, et pas uniquement à une catégorie qui serait dans la capitale. Mais c'est important d'être dans la capitale, on le reconnaît, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, il va s'y installer quelque temps. En quoi consiste cette campagne? En la marche du 13 mai, puis repartir, ou en la marche du 13 mai aussi, et puis rester plus longuement, rencontrer les Kinois, vivre au milieu d'eux? Rencontrer les Kinois, vivre au milieu d'eux, les écouter, pas que les Kinois, j'ai dit aussi le Grand Bandundu, le Congo central, le Grand Équateur. On ne peut se faire une réelle opinion, une offre politique qu'en ayant écouté toutes les Congolaises et tous les Congolais. En 2016, Moïse Katumbi avait déjà son offre politique, il y avait travaillé. Maintenant, entre 2016 et 2018, vous connaissez les aléas de la vie politique qui nous ont conduits à une première transition et un exil. Maintenant, il veut se remettre à la page, écouter tout le monde et à travers tout ce qu'il va entendre, partager la souffrance de la population et proposer des solutions pour l'avenir. En 6 mois. Que ce soit en 6 mois, il y en a qui en 5 ans ne le font pas, et il y en a qui en 6 mois sont beaucoup plus efficaces. En 6 mois, il pourra tout. Il aura attendu les 6 derniers mois pour tâter du pouls la réalité de la population de l'ouest de la République démocratique du Congo, ne jamais y venir sauf en transit, et venir avec son bâton, avec sa solution magique en 6 mois. Il n'y a pas deux populations au Congo. Il n'y a pas la population de l'ouest, la population de l'est. Il y a un seul Congo. La misère et la pauvreté frappent tout le monde indistinctement. Il ne faut pas être quinois ou luchois ou boyomé pour sentir la pauvreté et l'âpreté de la vie. Donc, il ne faudrait pas faire une distinction. À l'ouest serait différent de l'est. Toutes les Congolaises et tous les Congolais souffrent. Ils souffrent d'une pauvreté et d'une misère incroyable. Donc, à partir de là, effectivement, maintenant, il y a des particularités, elles peuvent être culturelles, de tradition, linguistiques. Eh bien, à partir de là, maintenant, c'est se faire une idée. Mais déjà, indistinctement, toutes les familles qui sont malheureuses le sont à leur manière. Et il faut écouter les gens, palper de ce malheur, pouvoir s'en imprégner. Moïse Katumbi est quelqu'un qui a vécu beaucoup de revers dans la vie. Il n'a pas eu une vie facile. Et les gens, quand ils sortent des vies difficiles, soit ils deviennent extrêmement aigris, égoïstes, soit ils expriment une très grande empathie, une très grande solidarité. Eh bien, c'est ça aussi, Moïse Katumbi. C'est une grande empathie avec la population. Vous croyez vraiment que la réalité de l'Est est la même que l'Ouest? Quand on voit à l'Est, notamment dans le Grand Kivu, l'armée rwandaise sous couvert M23 tuée, on en parle depuis trop longtemps, vous me direz. Quand on voit au nord, ouest, le manque d'infrastructures, quand on voit à l'ouest, au sud-ouest, cette pauvreté dont vous parlez, mais quand on voit un certain ou un réel espoir au sud-est, particulièrement dans le Lualaba, où depuis 2 ans, on voit ce qui n'a jamais été fait depuis l'indépendance.
Ce qu'il y a dans votre constat, c'est que manifestement, quand le sang des Congolais est versé à l'est ou à l'ouest, c'est le même sang. Qu'il soit versé à Bankana, comme on vient de voir les images, ou à Menkao, ou à Kwamut, ou qu'il soit versé à Djougou, ou dans le Rutshuru, ou le Massissi, qu'il soit victime des inondations, les inondations, l'eau et l'inondation, elle frappe indistinctement l'Est, le Nord, l'Ouest, le Sud, et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de présenter mes condoléances. Moïse Katumbi l'a fait à travers un tweet, mais de présenter mes condoléances à toutes les familles endeuillées à Calais. Cette tragédie est terrible, et donc je sais qu'aujourd'hui c'est une journée de deuil national, et donc nous avons une pensée pour eux, et nous espérons que la puissance publique s'exprimera à travers une solidarité, une action agissante vis-à-vis à la fois des familles endeuillées et puis de toutes celles et de tous ceux, les victimes, qui ont tout perdu dans ces inondations. Je parlais particulièrement du sud-est. Récemment, un acteur majeur étranger, économique majeur de l'étranger, a dit ce qui se passe au Lualaba, c'est nouveau, ça n'a jamais eu lieu, et cela deviendra le baromètre, l'exemple à suivre dans une République démocratique du Congo qui se veut meilleure. Est-ce aussi votre avis ? Je pense que s'il y avait plus de transparence, plus de clarté, si chaque Congolaise et chaque Congolais avait du Lualaba au moins des retombées qui soient positives, et je l'ai toujours dit, à partir du moment où tout est concentré, toute la richesse de ce pays serait concentrée uniquement sur une province, dans un seul produit, le cuivre, un seul secteur, les mines, ça va changer quoi ? À qui ? À personne. Si les recettes restent uniquement entre les mains de votre grand opérateur économique, qui fait du cuivre ou du cobalt ou des minerais stratégiques et qui est heureux des super profits qu'il peut faire, je dirais bien, grand bien lui fasse. Moi, ce que j'attends, et ce qu'attend Moïse Katumbi, c'est que ces richesses du Lualaba profitent à la République démocratique du Congo, à ses 100 millions de Congolaises et de Congolais. Le Lualaba n'est pas en République démocratique du Congo. Ce qu'on disait surtout, ce sur quoi je voulais surtout vous amener, c'est que jamais, en 60 ans, on a vu ce qui s'y passe maintenant. Entendez, avant, ceux qui sont passés là-bas n'en ont pas fait autant. Est-ce qu'aujourd'hui, le Lualaba, même si ça se passe comme vous dites, vous le regrettez, ne peut pas être un exemple de ce que la République démocratique du Congo devrait être ? Je reviens à vous pour dire ce qui s'y passe, on n'a jamais vu ça auparavant. Je viens du Katanga, les écoliers ne s'améliore pas, la vie d'un écolier ne s'améliore pas, la vie d'un Katangais n'est pas meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Il y a un très grand désespoir, une très grande pauvreté. Bien, tout ce qu'on attend maintenant de cette croissance qui est concentrée dans un seul secteur, qu'elle soit beaucoup plus inclusive, qu'elle ne soit pas simplement 5 compagnies minières qui payent les taxes et qui enrichissent un peu le trésor. On veut que ce soit réellement une croissance largement inclusive. Il n'y a pas de miracle au Lualaba, il doit y avoir un miracle congolais. Olivier Kamitatou, l'opposition à Tshisekedi, est-ce vous, Fayulu ou Kabila ? L'opposition à Tshisekedi, c'est d'abord des gens qui partagent une même valeur, celle de la démocratie. Si nous sommes en démocratie et en liberté, vous pouvez voter librement Tshisekedi. Nous disons simplement qu'on ne peut pas confisquer au peuple souverain le droit de choisir ses dirigeants. Qu'il s'appelle Tshisekedi, Matata, Kabila, Fayulu, tout ce qu'on demande, c'est qu'il n'y ait pas de hold-up électoral. C'est que chaque Congolaise et chaque Congolais puisse voter librement le candidat de son choix. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, puisque manifestement, depuis 2 ans, le processus électoral a été pris en otage par un seul homme et sa famille politique. Donc, ça veut dire que ce qui rassemble Monsieur Fayulu, Monsieur Matata, Monsieur Sesanga, Monsieur Moïse Katumbi, ce qui les rassemble aujourd'hui, c'est de donner la chance aux Congolais de choisir librement le meilleur qu'ils considéreront comme celui qui est capable de redresser ce pays. Accessoirement, pour la petite histoire, Matata était avec Kabila, Fayulu récemment marchait avec le FCC. Vous pouvez vous dire aujourd'hui que toute cette opposition, toutes ces oppositions reposent sur les mêmes valeurs ? Non, certainement pas. Parce que vous parlez des mêmes valeurs. Je suis un libéral. Monsieur Kabila, son parti, le PPRD, ou Monsieur Tshisekedi, sont dans l'international socialiste. Ils ont peut-être les mêmes valeurs en termes de gouvernance.
Je ne les partage pas du tout. Je vous ai dit, ce qui est de suprême ici, c'est une vraie démocratie associée à la liberté. Il y a des démocraties, même la Russie est une démocratie. Est-ce qu'on ne vote pas en Russie? On vote en Russie. Nous, on ne veut pas un vote russe à Kinshasa et dans la République démocratique du Congo. On veut un vote qui soit libre, crédible, transparent, inclusif, dont les résultats seront opposables à tout le monde. C'est ça que nous voulons. Cette valeur-là, tous ceux qui la partagent doivent se reconnaître et se dire non à un nouveau hold-up, à un nouveau braquage électoral. Donc vous ne faites opposition aujourd'hui à Félix Tshisekedi que sur le fait que les élections qui s'annoncent ne seront, selon vous, pas transparentes et crédibles. À ce stade, nous faisons tous front commun pour que nous ayons des élections transparentes, crédibles, inclusives, dont les résultats seront opposables à tout le monde. C'est à cette étape de la vie politique que nous sommes aujourd'hui. C'est le seul point commun qui est entre vous, mais est-ce que c'est le seul point d'opposition que vous avez au régime actuel? En commun, nous partageons ce premier point qui est de dire nous voulons des élections crédibles. Le peuple y a droit. C'est le seul point. C'est le seul point. C'est le plus important. Ce n'est pas le seul. Nous partageons certainement d'autres idées. Nous avons des offres politiques. Chacune diffère l'une de l'autre. Il y a un mouvement qui est plus libéral, plus chrétien-démocrate, plus socialiste, plus communiste. Nous verrons à la faveur des programmes des uns et des autres ce qui nous rapproche. Nous ne sommes pas dans une approche programmatique à ce stade. Nous voulons simplement, puisque le processus électoral devait démarrer le premier jour du mandat de Félix Tshisekedi, pour aboutir le dernier jour de son mandat et pas un jour de plus, il a 5 ans pour le faire, et ça c'est la Constitution qui le dit. La première valeur qui nous rapproche tous, c'est le respect strict des dispositions de la Constitution. Et sur cette base-là, qui est la loi fondamentale, adoptée par 86% des Congolais, nous sommes tous d'accord. À partir de là, on peut bâtir tous les projets et les programmes communs, on peut même définir un candidat commun, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est menacé? La liberté des Congolaises et des Congolais, leur liberté de choix d'abord. Qu'est-ce qui est menacé? Le respect de leur Constitution. C'est ça la vraie menace aujourd'hui. Et face à cette menace, nous faisons bloc. On parlait des mêmes valeurs. Vous dites qu'à ce stade, ce n'est uniquement qu'un front pour la tenue d'élections transparentes et crédibles. Mais ce programme, il en est question, ce programme, il est possible. Il n'est pas inutile de penser ou impossible de croire que demain, il y aura, comme à Genève, un candidat commun entre Martin Fayulu, Délice Sanga, Moïse Katumbi, Augustin Matata et peut-être Joseph Kabila. Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous feriez front avec celui que vous accusez d'avoir volé la précédente élection? Ce n'est pas ce que j'ai dit. On peut faire. Vous avez dit pourquoi pas? Pourquoi pas? Je n'ai pas cité des individus. J'ai parlé d'une démarche. J'ai parlé de programmes communs. Je n'ai pas parlé des individus. Il y a des individus qui ont des comptes à rendre à la nation, à leur électorat, et on verra comment ça va se passer. Mais en termes programmatiques, vous savez, les chiffres, les documents. Bah écoutez, derrière ça, ce sont des plumes, ce sont des gens qui se mettent d'accord sur tel scénario d'avenir. L'avenir du Congo, nous le voulons un Congo fort, puissant, uni, prospère, apaisé, à l'intérieur, à l'extérieur. Ceux qui sont d'accord avec cette vision partagée du Congo, nous allons discuter avec eux. C'est ce que disent tout le monde, un Congo plus beau qu'avant. Je reviens sur les mêmes valeurs. Ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Mais je reviens sur les mêmes valeurs. Toutes les personnes que j'ai citées auraient aujourd'hui, du fait de ce front commun anti-Tshisekedi, les mêmes valeurs? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ne me faites pas aller là où je n'ai pas dit. J'ai dit nous avons un front commun pour défendre notre Constitution. Mais il est possible qu'à terme... Pour défendre, 8 points ont été rédigés dans une déclaration commune. On respecte la Constitution. On veut qu'il y ait une CENI indépendante. Aujourd'hui, cette CENI a été totalement prise en otage par une famille politique. La Cour constitutionnelle, ses magistrats ont été désignés en violation de la Constitution. La loi électorale, les dispositions qui ont été prises n'ont pas été respectées. Ce que nous voulions, une vraie loi électorale qui nous permette d'avoir une vraie démocratie, de vraies élections, ça n'a pas été respecté. On veut un enrôlement, un audit de ce fichier qui soit un audit externe,
impartiale et non pas une fabrication locale à la dernière minute, à la va-vite. La francophonie vient récemment de dire, vous l'avez dit à la va-vite, que ce n'était pas possible. Mais si cet audit il y a... Si cet audit il y a... Non, tous ces points, oui, je reviens à tout ce que vous me dites. Oui. Tous ces points sont extrêmement importants. Ils sont importants aujourd'hui parce que nous préparons l'avenir. Et l'avenir doit être meilleur après des élections apaisées, des élections dont les résultats seront opposable à tout le monde. C'est assez suffisant pour créer un bloc et se dire qu'il y a un vrai travail. Et nous disons à toutes les Congolaises et à tous les Congolais, vous voulez des élections ? De vraies élections ? Vous voulez que votre voix soit écoutée, que votre bulletin dans l'urne qui soit déposé, qui sera déposé, puisse compter ? Si votre voix doit compter, ce n'est pas le processus actuel. Il faut se lever, il faut réagir, il ne faut pas rester à la maison. Ceux qui veulent rester à la maison, qui ont déjà capitulé, qui se disent que cela ne sert à rien, nous disons non. Il y a assez de désespoir que pour se laisser aller au découragement, certes, mais demain, nous devons nous lever tous ensemble et pour dire non. Non à un processus qui serait un nouvel électoral. Auraient-ils tous capitulé ou ne seraient-ils pas dans la même dynamique que vous, puisqu'on sait que demain, après ces élections, que le président élu soit Fayulu, Matata, Katumbi, Sesanga, Kabila ou Tshisekedi, le gouvernement sera, et tout le monde l'a vu lors des précédents scrutins, d'union nationale, où les uns se retrouveront avec les autres à partager un pouvoir pour lequel ils auraient fait se déchirer le peuple hier. Je n'ai pas une boule de cristal pour dire que demain il y aura un gouvernement d'union nationale. Ce que je veux dire simplement aux Congolaises et aux Congolais, s'ils sont contents de leur sort, s'ils considèrent qu'il n'y a pas meilleure vie que ce qu'ils vivent, le 13 au matin, c'est un week-end, peuvent rester dans leur lit calmement. S'ils considèrent qu'il y a des points sur lesquels on doit revendiquer, on doit se faire entendre, on doit être écouté, parce que c'est la force du peuple aujourd'hui qu'on doit opposer à un gouvernement d'autistes, refermé sur lui-même. Si les Congolaises et les Congolais à Kinshasa se disent le 13, nous devons marcher pour nous faire entendre. Trop d'insécurité. Encore cette nuit, il y a 2 nuits, au Maniema, des jeunes gens se font tuer par balle. Simplement parce qu'ils ont considéré qu'il était important pour eux de se défendre, parce qu'ils ont été abandonnés par l'État à Kindu, abandonnés totalement. Tous les soirs, il y avait de la violence dans les maisons, exercée par des hommes en uniforme. Quand les jeunes gens décident de s'organiser, pour dire non. Ils s'organisent effectivement, quartier par quartier. Un gouverneur intérimaire leur dit « Non, vous ne pouvez pas vous organiser ». Eux se prennent en charge, ces jeunes. Et en réponse, on vient les tuer. Là, quand l'État est défaillant partout, ceux qui pensent qu'ils peuvent s'en accommoder, qu'ils restent dans leur lit le 13. Mais ceux qui pensent que leur devoir, c'est de se lever et se dire « Non, je suis un citoyen, j'ai droit à la protection de l'État ». L'État doit me protéger dans ma vie physique. L'État doit me donner un minimum en termes de soins de santé. L'État doit aussi donner un minimum sur l'éducation de mes enfants, ce qu'il ne fait pas aujourd'hui. Quels que soient les grands chiffres que présentent des ministres, aujourd'hui, l'État a abandonné les Congolaises et les Congolais à leur sort. Ceux qui disent non à cela, non à cette démission, devraient être avec vous le 13 dans les rues. Ils ne sont pas avec nous, ils sont d'abord avec eux-mêmes. Parce que ce que nous voulons, c'est que le pouvoir revienne à la portée du peuple congolais et qu'il s'exprime clairement. Et je pense que le 13, beaucoup de jeunes particulièrement s'exprimeront clairement ce jour-là. On n'en doute pas, mais ils ne s'exprimeront que pour peut-être une refonte du processus électoral. Je parlais de votre offre politique. Qu'est-ce qui fera que certains devraient ou non sortir le 13, au regard de l'expérience politique des 20 dernières années qu'ils ont, que ceux avec qui ils vont marcher sont leurs solutions pour des lendemains meilleurs? Monsieur Lusakweno, ce n'est pas une marche de propagande. On ne demande pas une marche partisane. On demande simplement une marche populaire, citoyenne, pour dire non. Non à l'insécurité grandissante, partout. On meurt partout. Le sang des Congolaises et des Congolais, des femmes, des vieux, des jeunes, des enfants. Le sang est versé partout aujourd'hui. L'insécurité est générale dans ce pays. Pour dire non à la misère, la faim. Vous-même, vous voyez les difficultés que nous avons, même pour rejoindre votre studio ici ce matin.
quand ce ne sont pas les délestages qui certainement doivent vous préoccuper, comme tout le monde, pour dire non à cette misère grandissante. 27 millions de Congolaises et de Congolais souffrent de la faim. Et ça, ce n'est pas possible dans un pays qui se dit pays solution. Mais vous ne marchez pas pour, nous disons, vous ne marchez pas pour lutter contre la faim. Vous n'avez jamais appelé, les hommes politiques ne lancent jamais d'appel pour marcher contre la faim, pour marcher contre la guerre. Ils ne parlent que de marche pour que demain, le choix de leur candidature ou de leur posture soit le mieux avalisé au regard de leurs intérêts et non pas au regard des intérêts du peuple. Absolument pas. Absolument pas. Ici, on dit non à l'injustice. Ça veut dire la misère. On nous cite toujours des chiffres. Nous serions, et vous l'avez dit, ah, le loup là-bas, c'est formidable, il y a des milliards. Non, j'ai pas dit que c'est formidable. Non, vous nous avez dit c'est un exemple pour la République. J'ai dit que c'est. Vous l'avez dit. J'ai dit que c'est mieux qu'hier. Et quand je parle d'hier, je parle des 62 dernières années où certains ont été exposés ou montrés alors qu'ils étaient. On va le citer. Moi, j'ai pas l'habitude de marcher en dehors du pot. Je mets les pieds dans le pot. Où on a cité Moïse, la bonne gouvernance de Moïse Katumbi, à Kolwezi, on dit aujourd'hui que cela démarre que depuis 2 ans. Alors aujourd'hui, ma question est de cette offre politique, de cette marche pour de bonnes élections. Pourquoi certains devraient vous suivre puisque demain, ils ne sont pas sûrs que ceux avec qui ils vont marcher seront meilleurs que ceux qu'ils ont aujourd'hui à la tête du pays. Ils ne marchent pas pour des gens, ils marchent pour eux-mêmes. Mais je reviens au Katanga parce que vous êtes en train d'insinuer quelque chose je n'insinue pas, j'ai dit. Qui me déplaît forcément, c'est que vous avez fait un sondage. Non, je n'ai pas fait un... Non, à quel titre vous commencez à dire à vos auditeurs que ça va mieux aujourd'hui qu'à l'époque de Katumbi? Je n'ai pas fait un sondage. Ce que j'ai dit, c'est que Kolwezi, tout le monde connaît. Tout le monde sait que depuis des années, Kolwezi et le Lualaba est la province qui nourrit plus que beaucoup d'autres, cette République démocratique du Congo. Mais de cette prospérité, de ces infrastructures, pendant les 60 dernières années, les Lualabés ne les ont pas vus. Et aujourd'hui, même si ce n'est qu'un début, aujourd'hui, à l'international, tout le monde dit que les infrastructures... Monsieur Lusakwe, il ne faut pas dire à vos auditeurs, j'ai le sentiment, on m'a dit que... Non, il faut parler chiffres, il faut parler budget, il faut parler infrastructure. Je veux savoir... Entre Kolwezi et Dilolo, aujourd'hui, un camion met combien de semaines? À l'époque de Moïse Katumbi, ce camion mettait une journée. Vous parlez des routes nationales? Des routes nationales, simplement des routes nationales. Parce que finalement, les routes connectent le Congo. Routes nationales qui relèvent du gouvernement central. Peu importe, si il y a effectivement un petit miracle à Kolwezi aujourd'hui, on voit des infrastructures apparaître. Quelle sorte d'infrastructures? Au service de la population? Parce qu'on a construit un bâtiment public, on va faire un aéroport, c'est au service des millions de Katangais qui vivent au Lualaba. Ces insinuations me font croire qu'il y a une forme d'engagement à dire que non, aujourd'hui ce serait beaucoup mieux qu'hier. Je vous mets au défi, nous ferons un sondage sur tous les Katangais pour dire s'ils vivent mieux aujourd'hui qu'ils ne vivaient hier. Moïse Katumbi, quand il trouve la situation katangaise, c'est une situation tragique par rapport aux recettes du Katanga. Il va les monter de manière exponentielle. Le premier indicateur, c'est la manière dont Moïse Katumbi est accueilli partout au Katanga. Ça, c'est un indicateur qui montre s'il avait échoué, s'il n'avait pas travaillé, s'il était resté sur des acquis simplement des mines, aurait-il cette popularité qui fait si peur aujourd'hui à ses adversaires politiques? Je ne crois pas. Vous l'avez dit que Moïse Katumbi a un esprit de vainqueur. Le gouverneur, président du tout-puissant Mazembe, a montré que c'était possible. Là, personne ne le lui enlève. Mais de cette offre politique que les Congolais attendent pour des lendemains meilleurs, au-delà de cette marche pour de bonnes élections, qu'est-ce qu'ils doivent attendre de plus d'un Moïse Katumbi? Certes, on va dire, quelque part vierge politiquement au niveau national, quand on le voit avec d'autres beaucoup moins vierges et qui, pour certains, je ne parle pas de Martin Fayulu, sont considérés comme l'allié de celui que vous avez combattu de nombreuses années. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre? Écoutez, d'abord, il faut faire l'état des lieux, l'existant. Quand on sait où on est, on peut se projeter et dire, voilà, avec moi, ça peut être meilleur demain.
Je relisais récemment un rapport de l'ODEP. Il faut parler chiffres, parce que finalement, l'ODEP, qui est quand même une institution de la société civile assez sérieuse, a fait l'analyse des dépenses sociales les 3 dernières années, 2020, 2021, 2022. C'est exactement, à peu près, l'union sacrée. En termes de santé, sur ces 3 années, en termes de dépenses de santé, sur les 3 exercices budgétaires, 2 milliards de dollars avaient été inscrits au budget sur les 3 exercices. 2 milliards de dollars de ressources propres, je ne parle pas des ressources extérieures. L'exécution de ces dépenses en termes de santé a été de 1 milliard 115 millions de dollars américains. En 3 ans. En 3 ans, on a dépensé, le gouvernement a dépensé 1 milliard 115 millions de dollars pour 100 millions de Congolais. C'est ça les dépenses de la santé aujourd'hui. Ça veut dire... Laissez-moi terminer. Ça veut dire que sur 1 milliard en 3 ans, c'est 10 dollars par Congolais. Ça veut dire que l'État congolais a dépensé pour chaque citoyen de ce pays 3 dollars par an. Vous pensez que Moïse Katumbi pourrait laisser ce niveau de recettes dans ce pays? Il l'a déjà. Ma question, monsieur Louis Kamitatou, n'est pas de ce que font les autres, nous le voyons, de ce que vous feriez, vous. Vous m'avez demandé quelle était mon offre politique. Je vous ai dit, avant de parler d'une offre politique, faisons un état des lieux. Là, je fais l'état des lieux de la santé. Le gouvernement a dépensé 1 milliard en 3 ans pour soigner de manière universelle tous ces Congolais. Moïse Katumbi dépenserait combien? Aurait dépensé combien? Je parle maintenant de l'éducation. Non, pardon. Sur l'éducation, en termes de santé, non, parce qu'on parle de votre offre politique, on n'a malheureusement pas beaucoup de temps. Le gouvernement n'a dépensé qu'1 milliard, Moïse Katumbi en aurait dépensé combien? C'est ça la question. C'est ça l'offre politique. C'est ce pourquoi nous vous suivons et nous vous scrutons. Nous allons chiffrer précisément et l'annoncer à la population. Par rapport précisément à ce miracle de Lualaba, à ce miracle qu'on attend des blocs pétroliers que M. Moudimbo va vendre, aux autres miracles qu'on attend de notre pays comme solution en termes d'environnement. Tout ça ensemble, nous allons faire un vrai chiffrage, mais nous allons l'annoncer et le faire valider. Donc à ce stade, vous ne pouvez que critiquer ce que les autres font, vous n'avez pas d'offre politique chiffrée à donner. Nous n'avons pas d'offre politique chiffrée à donner. Je serais aujourd'hui incapable de le faire, mais nous allons dire, pour nous, le capital humain qui est négligé. Parce qu'aujourd'hui, le Congolais, la Congolaise, nous sommes chosifiés par le gouvernement. La première priorité de Moïse Katumbi, c'est d'abord de valoriser le capital humain congolais. Et la valorisation se passe non pas par des promesses fallacieuses, on ne va pas détruire le système scolaire congolais sous prétexte de faire de la gratuité scolaire. On ne va pas annoncer la couverture de santé universelle alors qu'on donne 3 dollars par an. On ne veut pas mentir. Moïse Katumbi est quelqu'un qui est très réfléchi. L'offre politique qu'il donne et la parole qu'il donne aux Congolais, ce qui n'est pas le cas des pouvoirs aujourd'hui, est une parole sacrée pour lui. Et on l'a bien compris. Quand on donne sa parole, on la respecte. Et c'est pour ça que je ne peux pas dire aux Congolaises et aux Congolais, au lieu de 3 dollars, Moïse Katumbi fera 10 dollars, 20 dollars. Je ne peux pas le dire. C'est exactement le mépris qu'a affiché M. Nicolas Kazadi hier en disant, tiens, Kamitatou, qu'est-ce qu'il pense? Qu'on va donner 20 dollars comme ça à tous les Congolais? Non, ce n'est pas ça. Être un grand ministre. Quand on veut donner 2 milliards supplémentaires au Congo, on aménage les routes, on donne les conditions du travail aux Congolais. Le Congolais n'attend pas la mendicité de personne. Le Congolais veut travailler. Donc on restaure... On a bien compris, M. Kamitatou. On a bien compris, M. Kamitatou. Oui, mais à ce moment, depuis que je vous ai posé la question, je n'entends que la critique des autres. Vous avez dit que nous devons vous attendre pour avoir une offre politique chiffrée, et nous vous inviterons donc, dès que vous l'avez. C'est pour bientôt? Évidemment, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt? Je pense que nous aurons cette offre politique chiffrée au plus tard, fin juin. Parce que je pense qu'à partir du moment où la candidature de Moïse Katumbi a été mise sur la table, nous travaillons en équipe, nous travaillons sérieusement, et nous allons vous donner ces offres chiffrées. Vous avez beaucoup parlé des Congolais. Que dites-vous à ces Congolais qui, à l'Est, subissent l'occupation du Rwanda? Certains vous reprochent, comme les Occidentaux, pour certains, notamment la France, de ne jamais avoir ouvertement condamné le Rwanda. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, on l'a dit de manière très claire. Il y a 2 jours. Très claire. Il y a 2 jours. Simplement, ce que nous voulons, on ne veut pas mettre de l'huile sur le feu. Vous aviez un grand ami. Vous êtes si proche de tout ce qui se passe bien dans le pouvoir. Vous avez de grands amis. Parce que non, il y a une forme d'engagement dans ce que vous dites. Eh bien, nous ne voulons pas ajouter de l'huile sur le feu.
Nous avons dénoncé le Rwanda, nous avons toujours soutenu la FARDC, nous avons donné les solutions contre l'existence des groupes armés. Nous n'avons jamais été complaisants vis-à-vis de qui que ce soit. Les frontières du Congo, elles sont inviolables, ces frontières sont intangibles. La souveraineté et l'intégrité du territoire national, nous la défendrons avec tout le monde jusqu'à la dernière prunelle de nos yeux. Nous y tenons, nous y sommes attachés. Nous avons des voisins, et avec des voisins, on ne les choisit pas, ces voisins. Donc il faut trouver avec eux les voies et moyens de se respecter mutuellement. Avec Katumbi, le respect sera mutuel, et ça, je peux l'engager. Nous avons des voisins, nous n'hésitons jamais. Pour parler de l'engagement du journalisme que je suis, c'est de vous opposer analyse ou critique pour que vous sortiez le fond de votre pensée. Notre voisin, on ne le changera pas, vous le dites. Mais avec ce voisin, on fait quoi? On fait comme ce que disait il y a quelques années Nicolas Sarkozy. Vous étiez à Kinshasa. Nicolas Sarkozy qui dit que cette sous-région des Grands Lacs doit être exploitée par tous, au bénéfice de tous. Je vous dirais, monsieur le Sakweno, qu'avec ce voisin, on ne pleurniche pas. On n'est pas des pleurnichards. On fait une armée, on la constitue, on y alloue les moyens, on restaure la confiance des Congolaises et des Congolais dans leur armée, dans leur police, et on se fait respecter. On ne joue pas de petites relations personnelles, on redonne de la puissance, de la fierté, de la dignité à la République démocratique du Congo. C'est ça qu'on veut pour la République démocratique du Congo. Puisque vous parlez d'offres politiques, parlons de l'offre militaire du candidat Katumbi. S'il est élu demain, en combien de temps il mettra cette armée en place? En combien de temps il boutera les armées étrangères, l'armée étrangère du Rwanda, certains parlent de l'Ouganda aussi, en dehors du territoire de la République démocratique du Congo? En combien de temps? On parle d'offres politiques, on ne parle pas de chiffres, on parle du plan que vous nous énumérez sur cette antenne. En combien de temps cette armée rwandaise sera mise dehors? Une chose est sûre, c'est que tous les voisins du Congo, quels qu'ils soient, dans la communauté internationale, tout le monde sait que Moïse Katumbi est un homme de parole. La solution à nos problèmes de voisinage, quels qu'ils soient, Soudan, Ouganda, Rwanda, Burundi, ne sont pas que des problèmes militaires. Aujourd'hui, le problème militaire prend le dessus. Il y a d'autres moyens de résoudre ces problèmes de sécurité. Lesquels? Qui doivent être combinés à l'action militaire. Et Moïse Katumbi l'a clairement dit, quand il a visité les camps de déplacés, les camps de réfugiés à Bunia, il en a appelé à Félix Tshisekedi. Il lui a écrit, il lui a dit, il est temps, monsieur le président, de mettre beaucoup d'argent, non seulement dans l'armée, mais également dans les infrastructures. Il faut absolument permettre à cette population de retrouver une vie normale. Les paysans doivent retrouver la vie dans les champs, dans leur village, et nous devons redonner maintenant confiance et espoir dans cette population. Ça passe également par des moyens financiers importants qu'il faut mobiliser. Aujourd'hui, toutes les dépenses d'investissement, les grands investissements de Nicolas Kazadi, ces centaines de camions, ces milliers de camions promis, les investissements et l'équipement de l'armée, où sont-ils? On ne les voit pas. Pourquoi j'ai l'impression que vous répondez à quelqu'un d'autre dans cette émission? Je ne réponds pas. Non, parce que précisément, c'est quelqu'un qui est le grand argentier et qui a le chéquier. Oui, mais ma question est la suivante. Ma question est la suivante. Je vous dis que dans les mois qui suivront, l'élection de Moïse Katumbi à la magistrature suprême, à la tête de ce pays, le pays sera respecté. La parole commence par le chef de l'État. Moïse Katumbi a une parole. Tous les partenaires de Moïse Katumbi, quels que soient les secteurs dans lesquels Moïse Katumbi a évolué dans sa vie, ils ont au moins une considération, c'est sur la parole de cet homme. Est-ce que la parole suffira pour faire partir ceux qui, depuis plus de 25 ans, œuvrent, massacrent, pillent l'Est de la République démocratique du Congo au profit de puissances internationales qui aujourd'hui sont muettes alors qu'elles font beaucoup de bruit sur l'Ukraine? Vous savez, la parole, c'est pas vis-à-vis d'eux qu'elle est importante. C'est d'abord vis-à-vis des Congolaises et des Congolais. Dès lors qu'on se sentira réellement soutenu, protégé par un État et qu'on pourra se donner amplement à tous les sacrifices possibles. On s'enrôlera massivement dans l'armée? Pas nécessairement. On commencera maintenant à réagir fermement et de manière beaucoup plus ferme, non pas par des cris d'orfraie où on est en train de chanter, de dire que nous allons envahir tel pays, que demain on va les bombarder, etc. Non. On va retrouver confiance d'abord en nous-mêmes
et je pense que nous serons d'abord respectés par tout le monde autour de nous. Au moins 3 mandats pour atteindre ce résultat. Là, vous parlez de changement de mentalité. Là, vous parlez de changement de mentalité. Pour atteindre ce résultat, le changement de mentalité commence par le sommet. Il faut être exemplaire. Moïse Katumbi veut un État exemplaire, il sera un chef d'État exemplaire. Et je n'ai pas à critiquer. Aujourd'hui, vous n'aimez pas ça. Non, critiquer. Non, vous venez de me dire, mais vous ne faites que critiquer ce qui se passe aujourd'hui. Non, je ne donne que l'état des lieux dans lequel vivent les Congolaises et les Congolais. Donc, je m'abstiendrai de critiquer le train de vie du président de la République et de ses amis. La critique est la bienvenue sur nos antennes. Aujourd'hui, nous ne vous avons pas invité pour critiquer les autres, mais pour nous parler de votre offre politique. Merci Olivier Kamitatu d'avoir été avec nous. Malheureusement, cette émission a une fin. Vous avez récemment dit que la Constitution de 2006 était une bonne Constitution, était, en tout cas pour le référendum, le meilleur scrutin jamais organisé en République démocratique du Congo. Mais cette Constitution, nous étions tous à Sun City, est un consensus d'après-guerre qui a fait, et certains l'avaient regretté à l'époque, la part belle aux rébellions. Est-ce qu'aujourd'hui, alors que de nombreux juristes, je ne parle pas de la loi Tchani, je n'ai même pas envie de l'aborder dans cette émission, parlent d'une constitution d'après-guerre qui doit être changée pour se transformer en constitution de développement, est-ce qu'aujourd'hui, l'heure n'est pas venue au changement de cette loi fondamentale? Tout peut être amélioré dans la vie. Rien n'est figé. Rien, absolument rien. Mais cette loi fondamentale est un bien précieux pour tout le monde. Alors, c'est pas quand un pays vit dans une instabilité, dans un chaos qui est généralisé, dans une insécurité qui est grandissante, dans une pauvreté qui ne cesse de gagner, à l'approche d'échéances difficiles qu'il faut remettre en question ce qui nous unit tous aujourd'hui. La Constitution est un des éléments fédérateurs de la République démocratique du Congo. Elle peut certes être améliorée un jour, mais c'est le premier élément fédérateur et donc il n'est pas souhaitable de réouvrir la Constitution aujourd'hui. Ça pourra arriver demain, mais aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour. Je ne voulais pas parler de la loi Tchani, de père et de mère, mais il y a une particularité de cette proposition sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Qu'en pensez-vous? Tout ce qui peut permettre aux Congolais de se retrouver, nous y sommes tout à fait favorables. Tout à fait favorables. Tout ce qui peut permettre à toute cette diaspora congolaise de rentrer dans son pays, d'y prospérer et de continuer à grandir. Aujourd'hui, je pense que les Congolaises et les Congolais ont besoin de retrouver de l'espoir, de retrouver cette dignité de se dire Congolais à travers le monde. Si ça peut y concourir, nous n'y sommes pas contre. C'est une partie d'une autre que vous exécrez, mais d'un général dont vous ne voudriez pas qu'on parle. Ma question pour terminer, chantre de la démocratie que vous êtes, est-ce qu'il y a des sujets dont on ne peut pas parler? On peut parler de tous les sujets. Il n'y en a aucun qui est un sujet tabou. Y compris cette proposition? Cette proposition est inconstitutionnelle. À partir du moment où elle est inconstitutionnelle, que voulez-vous qu'on parle? Je viens de dire que notre Constitution, son respect, dès lors qu'on commence à tricher avec la Constitution, elle vous protège. Vous êtes un homme de presse, ça protège la presse. Elle me protège, je suis un homme politique, j'ai des opinions. Elle protège toutes les citoyennes et tous les citoyens. Dès lors qu'un texte est inconstitutionnel, je n'ai pas à en faire le commentaire, je dis simplement c'est inconstitutionnel.